on a décidé d'inviter quelqu'un qui va nous parler de ce qu'il a vécu pendant les années où il a été militant syndical très actif. Alors, Guy Cousineau a été pendant plus de 25 ans militant syndical et il a commencé d'abord comme col bleu à la ville de Montréal, à l'usine de filtration des eaux. Il y avait un diplôme d'électronique et de pneumatique. Alors, c'était parfait pour l'usine de filtration. Et il s'est impliqué dans son syndicat, le syndicat canadien de la fonction publique, dans le chic local 301 de célèbre mémoire, qui a une réputation très importante au Québec. À tout casser. À tout casser. C'est toutefois au Conseil du travail de Montréal que ça va être son lieu de militance principal, au comité d'éducation et d'action politique. Et il va avoir la même expérience que vous, mais dans un autre contexte, celle du Collège canadien des travailleurs. Alors, en 1973, Guy a participé à cette expérience-là. Peut-être que si vous posez des questions, ça lui tentera d'en parler. C'était très différent du collège ici, et en même temps, c'était un lieu de formation, un lieu de sensibilisation. La militance aujourd'hui, c'est beaucoup branché sur le cellulaire. À cette époque-là, c'était pas ça. Alors, Guy a fait partie de cette équipe de militants qui était préoccupée par la situation politique à Montréal et il va être parmi les membres fondateurs du Rassemblement des citoyens de Montréal en 1974, un parti qui a quand même porté au pouvoir un maire, M. Doré, et qui a quand même apporté des changements importants et intéressants à Montréal. En 1981, il a été élu secrétaire général du Conseil du travail de Montréal et c'était le seul poste à plein temps de dirigeant rémunéré au Conseil. Il y avait d'autres postes à plein temps, mais non, pas vraiment, oui. À cette époque-là? Non, c'était le seul. Il y avait le secrétaire, une secrétaire. Et il a occupé ce poste jusqu'en 1995 et pendant ce temps-là, il était vice-président de la FTQ. Et en représentant les conseils de 85 à 93. En 1995, il a quitté le conseil et il a été embauché comme conseiller au Conseil régional de développement de l'île de Montréal. Et il a été directeur du développement social et communautaire de 1997 à 2003. Et là, il est à la retraite, mais il agit comme bénévole dans divers conseils d'administration d'organismes communautaires et coopératifs. Alors, je suis bien contente d'avoir Guy avec nous. C'est un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir pendant un grand nombre d'années où je me trouvais à la FTQ à la recherche et lui au conseil. Il y a combien de feuilles, là? Alors, Guy va partager avec vous son expérience. Je ne sais pas combien de temps tu vas avoir. Je pourrais en avoir 45. 45 minutes à peu près. Mais vous savez, quand on parle, puis on parle de nos vies, hein, et puis vous pourrez poser des questions de clarification, puis il va y avoir un échange après. L'idée, c'est un échange avec quelqu'un qui a vécu des choses que nous autres, on n'a pas vécues. Merci. Guy, c'est à toi. Écoutez, merci de m'avoir invité. C'est un honneur. C'est un peu énervant, je vous l'avoue. De venir parler de ce qu'on a vécu pendant 25 ans et de rattacher ça, dans le fond, un peu, puis ça va être un petit peu ce à quoi je vais essayer pourquoi le conseil, plutôt que rester à militer dans ma section locale, GIF, santé sécurité, pourquoi dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à faire le choix, voilà, en fait, conscient ou inconscient. Quand on y pense, pourquoi j'étais là plutôt qu'ailleurs, peut-être qu'on va essayer de clarifier ça. Et donc, mon histoire syndicale, elle est basée sur, d'abord, dans mon syndicat. À mon syndicat, en 1969, j'ai été élu pour la première fois délégué syndical, élu sur le comité d'éducation et action politique au 301, ça existait déjà à ce moment-là, et où je suis un comité sur lequel j'ai été président du comité. Et en même temps, en 1969, j'ai été élu pour la première fois au Conseil du travail de Montréal. Avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tout le monde connaissait un peu c'est quoi le conseil? Est-ce que vous militez dans vos conseils ou
Vous aimeriez peut-être que je place un petit peu comment moi je vois ça, le conseil. Oui, peut-être. Pour moi, le conseil, c'est l'endroit où on pouvait vivre la FTQ au quotidien. Dans le fond, la FTQ, ça se regroupe en congrès ou en assemblée générale à tous les 2 ans, maintenant, ou 3 ans. Le conseil, c'est une assemblée générale à tous les mois. La FTQ regroupe les syndicats, des syndicats nationaux ou internationaux, de la construction, de tous les secteurs d'activité, et c'est principalement les dirigeants des syndicats qu'on retrouve à la FTQ, soit au bureau de la FTQ, soit au conseil général, et aussi les permanents, qui eux autres, dans le temps, je ne sais pas, je pense que ça existe encore, il y avait ce qu'on appelait le conseil consultatif, où tous les permanents de la FTQ, des syndicats qui étaient affiliés à la FTQ, étaient invités une fois ou 2 par année à venir discuter, puis aussi, je pense, c'était le moyen de faire avancer les choses quand on voulait faire de la mobilisation. Ça nous prenait l'accord des permanents, ça nous prenait l'engagement des permanents, donc c'était la façon de faire. Je veux dire que le conseil consultatif, il y en a eu pour les élections régulièrement dans les derniers temps. Et le conseil, donc, c'est, lui, on regroupe les militants des sections locales sur le territoire de chacun de nos conseils. Et donc, ça permet aux militants de pouvoir vivre ce que d'autres vivent à d'autres niveaux. Donc, de partager des expériences. Une fois par mois, quand tu t'en vas dans cette assemblée où il y a des gens de la FPC, du SCFP, des Pétalos, de l'AIM, des gens de la construction, ça te donne une ouverture, puis tu vois la situation des syndicats dans la région différemment que si tu es tout seul chez vous à regarder la télé, puis juste à voir ce qui se passe, puis ce que les journaux disent de telle grève ou de tel conflit ou de ce qui se passe. Tu as la chance, si tu vas au conseil, de partager à tous les mois. Et toi, si tu as quelque chose d'intéressant qui se passe dans ta section locale ou dans ton syndicat, tu as l'endroit pour le faire partager avec tes autres. Donc, c'est la façon, le conseil, c'est la façon de vivre ce que la FTQ est. Dans le fond, d'un lieu où on partage nos expériences, où on partage nos moyens de gagner des luttes. Donc, le conseil, il est là d'abord et avant tout pour que les gens se réunissent. D'ailleurs, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le conseil, les conseils en général, mais principalement le Conseil du travail de Montréal, c'était le premier regroupement de syndicats au Québec. La création du premier conseil, c'est en 1886. Donc, avec les métiers, le regroupement de syndicats de métiers. Donc, et c'est à partir de ça qu'il s'est développé des conseils. Et la FTQ, à un moment donné, les syndicats de la FTQ, les directions, se sont regroupés au niveau d'une fédération. Donc, c'est important, je pense que c'est intéressant de voir que le syndicat, que ce soit le SCFP, c'est le regroupement des plusieurs sections locales. Au début, la fédération, c'était aussi à partir de regroupements à Québec, à Montréal, où il y a eu des conseils. Et là, après ça, les syndicats ont commencé à se regrouper autour pour se donner des objectifs communs. Parce qu'on avait des revendications communes. Alors, là, ça m'amène à l'autre endroit où la FTQ, c'est l'endroit où on revendique, comment je pourrais dire, c'est le lieu où les travailleurs puis les syndicats se sont donnés pour intervenir au niveau des gouvernements. On l'a vu ce matin dans votre présentation. Dans vos présentations, c'est important. Présentation de mémoire, intervention. La FTQ, c'est le bras politique, dans le fond, ou d'intervention politique de l'ensemble des syndicats. Dans la région de Montréal, où j'ai été, ça a été aussi l'endroit d'intervention politique au niveau municipal. On a même connu, puis on a vécu, mais ça c'est avant moi, mais ça situe quand même la continuité. Il y avait, dans les élections municipales à Montréal, il y avait des niveaux d'échevins. Tu avais ceux qui étaient élus par les propriétaires, ceux qui étaient élus, et donc propriétaires, ça pouvait être du monde qui n'était pas de Montréal. Tu avais aussi tous ceux qui payaient des taxes. Donc là-dedans, tu pouvais avoir aussi
des locataires qui payaient la taxe d'eau. Et il y avait une autre classe qu'on appelait la classe C, qui était des gens nommés en fonction des secteurs d'activité. Donc, ce qu'on appelle maintenant les socio-économiques. Alors, il y avait la Chambre de commerce, il y avait l'évêché, il y avait les syndicats. Donc, Louis Laverge, quand il était président du Conseil supérieur de Montréal, a été aussi, jusqu'en 1960, échevin. Donc, il représentait les travailleurs à l'hôtel. Donc, et en 60, la loi a changé. C'était élection universelle. Donc, là, il y a une classe. Et donc, on a cheminé là-dedans. Mais le Conseil a toujours été présent dans l'action politique à Montréal. Soit par des revendications au niveau du transport, soit au niveau du logement. Dans le fond, on a toujours été mêlés à ça. Donc, le Conseil, c'est l'endroit pour moi. Et là, ça va nous amener un peu plus vers ce pourquoi. Donc, le Conseil, c'est l'endroit où on peut s'entraider entre syndicats locaux, mais c'est aussi l'endroit où on peut cheminer nos revendications pour que la qualité de vie dans notre ville ou dans notre région puisse s'améliorer. Dans le fond, c'est là que ça se joue. Si on veut avoir des améliorations au niveau du transport en commun, c'est pas la FTQ qu'on va aller voir. Si on va avoir des améliorations au niveau des services, au niveau des commissions scolaires, si on va avoir des changements au niveau de l'environnement, on peut aller à Québec et demander d'avoir des lois, mais on est peut-être mieux aussi de regarder au niveau des règlements municipaux pour nous aider à avoir une meilleure qualité. Donc, le syndicalisme, il est d'abord et avant tout, quand on syndique, c'est pour l'amélioration de nos conditions de travail, de faire en sorte qu'on soit en meilleure santé sur le travail, qu'on ait des meilleurs salaires, mais aussi, on veut avoir un encadrement qui fait qu'on va avoir aussi une meilleure qualité de vie. Assurance maladie, donc tout ce qui relève de Québec, la FTQ s'en occupe. Quand on parle de la région, quand on parle de nos villes, les conseils interviennent et c'est leur rôle d'intervenir. Maintenant, quand on regarde pourquoi moi j'ai été au conseil, qu'est-ce qui a fait que je me suis ramassé là plutôt que de continuer à de vouloir, dans la structure du 301, puis dans la structure du SCFP, peut-être devenir permanent dans ce contexte-là. D'abord, pourquoi je me suis impliqué dans le mouvement syndical? Il y en a qui vont dire que c'est une affaire de famille. Mon père était quelqu'un d'impliqué dans son milieu de travail. En 1964, quand il y a eu la syndicalisation dans la fonction publique provinciale, il a été le président fondateur de sa section locale au ministère de l'Agriculture à Montréal. En 60, ma sœur Léa, qui a commencé à travailler à peu près en même temps que moi, 61, 62, était enseignante, a été impliquée à l'Alliance des professeurs de Montréal, a été secrétaire général, je pense, de l'Alliance, et qui était donc, mon père à ce moment-là, c'était un syndicat CSN, ma soeur, c'était un syndicat CEQ, j'ai un autre de mes frères qui était aussi dans l'enseignement. Alors, en 72, quand on se ramassait à table le midi, puis qu'on discutait, le Front commun était là. Mais en même temps, c'est quelque chose qui, donc, m'a fait partie de, chez nous, d'être en support, d'aider, de faire en sorte que les gens s'améliorent ou améliorer leurs conditions. Ça a toujours fait partie d'un... C'était là. Mon père a toujours été quelqu'un qui cherchait la justice, toujours quelqu'un d'intègre, et défendre les autres, ça a toujours fait partie de notre culture. Ouais. C'est le mot que je cherchais. Donc, en 1969, quand je me suis présenté comme délégué syndical, puis comme délégué au CTM, ça faisait partie de la vie. Tu t'impliquais dans ton milieu de travail, tu t'impliquais, il fallait que tu n'étais pas en dehors de la game. Alors, je me suis embarqué là-dedans. Et en 1973, quand c'était le cas, il y avait à tous les ans, je vais
lycée un petit mot sur le Collège canadien. En 1973, je suis président du comité d'éducation au 301 et aussi membre du comité d'éducation au CPM. Et il y a le collège, et là, il nous offre, dans nos syndicats, il nous offrait d'aller au Collège canadien. Alors, j'ai accepté, je me suis présenté, j'ai été accepté. Et là, ça a été aussi une façon pour moi d'ouvrir. C'est la première fois que j'avais un cours sur l'histoire du mouvement syndical. On avait des cours en sociologie, des cours en politique, des cours sur l'histoire du mouvement syndical et en économie. Donc, c'était sur 8 semaines. Les cours commençaient à 9 h le matin, finissaient à 1 h, 5 jours par semaine. Donc, un cours par semaine, un cours par jour. Puis le soir, le restant de la journée, on était là pour faire des lectures, faire nos travaux, puis tout ça. Et on était pendant 8 semaines en résidence. Il y avait du monde qui venait de tout le Canada. Il y avait la section anglaise, puis la section française, où là, c'était plus les gens du Québec, mais il y avait aussi du monde du Nouveau-Brunswick quand j'étais là. Donc, c'était les francophones qui étaient, on était la classe de francophones. Et c'est là que j'ai commencé à être éveillé plus à l'importance, en tout cas, plus conscient de l'importance de l'action politique du mouvement syndical. Et, parallèle suite de ça, il y a eu à Montréal, ça bougeait pas mal. Vous en avez parlé ce matin, il y a eu, en 70, les mesures de guerre. En même temps, en 70, il y avait une élection à Montréal. Il y a une élection où il y avait un parti politique qui s'appelait le FRAP, qui était le Front d'action politique. Dans le fond, le FRAP, c'est ce que ça voulait dire. Et c'était beaucoup à gauche. C'était des gens, des militants de la gauche qui ont pris en main, dire à Montréal, ça va faire que les propriétaires, que les entrepreneurs contrôlent la ville avec le drapeau, on en a assez. On veut avoir une représentation plus ouvrière, plus sociale que juste du monde qui sont notaires, chambres de commerce et autres qui se font élire. Nous autres, on veut élire des gens qui viennent de la base. Malheureusement, c'était la crise d'octobre. Et l'élection, c'était le premier dimanche de novembre. Vous devez deviner que la gauche, à cette élection-là, a mangé sa claque un peu. Donc, on est resté le monde. Et à ce moment-là, le Conseil du travail de Montréal avait refusé de s'embarquer dans le FRAP, mais avait pris comme position d'appuyer tous les candidats ouvriers, que ce soit dans le FRAP ou autre. Et là, il y a je me souviens dans le temps, le vice-président du Conseil, Émile, ceux qui ont connu, c'est un vieux militant, mais peut-être pas connu, mais sûrement entendu parler d'Émile Boudreau, qui a été permanent à la FTQ, permanent chez les métallos, et a été candidat indépendant, appuyé par le Conseil à l'élection de 70. En 72, élection scolaire. À l'invitation de l'Alliance des professeurs, le Conseil central de la CSN et le Conseil du travail de Montréal et des groupes populaires forment une coalition pour essayer de débarquer la vieille gang de Cateau à la commission scolaire pour un petit peu avoir un meilleur contrôle par les parents, une meilleure démocratie où les gens se sentiraient impliqués dans la commission scolaire. Ça a été la première lutte concertée, pour moi, là, à ma connaissance, dans ce milieu-là, où là, on a fait une bataille politique, où on a appuyé les candidats, où on a appuyé la mise en place d'un parti. Il y a des gens qui ont été élus. Fort de cette expérience-là, en 1974, il y a des élections à Montréal. À l'automne 1973, le CSN, le Conseil central, le Conseil du travail de Montréal, l'Alliance des professeurs, avec des groupes communautaires, avec le PQ et avec le NPD, décident de faire ce qu'on appelle le Rassemblement des citoyens de Montréal, pour essayer de voir est-ce que c'est possible de changer la donne à Montréal au niveau des élections. Donc, c'est la décision que prend le Conseil
Et là, au 300, André Messier, qui était secrétaire général du conseil dans ce temps-là, appelle au 301 puis il dit « Avez-vous quelqu'un qui serait intéressé, vous autres, chez vous, là, pour embarquer avec nous autres? » Alors, il parle à l'exécutif, en fait, au secrétaire trésorier dans le temps, secrétaire archiviste plutôt. Il demande au secrétaire archiviste qui était aussi secrétaire du conseil, y a-t-il quelqu'un à me suggérer? Alors, le monsieur en question, il donne mon nom. Alors, André Messier m'appelle. Puis il dit, on est en train de travailler, de voir comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans la campagne. Ça t'intéresse-tu de venir? Puis j'ai dit, je vais aller voir. Et à partir de ça, c'était ma première action, là, vraiment, à part de siéger sur le comité. C'est à partir de ce moment-là que j'étais sur le comité d'éducation et d'action politique. On a engagé une opération assez intéressante de c'est quoi les enjeux à Montréal, qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui ne marche pas, puis c'est quoi la politique municipale. Et là, pendant tout le printemps 1974, on a réservé des salles tous les samedis où on faisait de la formation sur la politique. Alors, c'est là, dans le fond, que mon intérêt pour la chose syndicale, où là, je me suis comme devenu mon hobby principal. Ça a été de m'impliquer dans cette campagne-là, mais aussi au conseil. Là, j'ai commencé à aller à toutes les assemblées générales. J'ai commencé à m'impliquer au niveau de l'exécutif. J'ai commencé donc à prendre une part importante. Et ce qui m'a... Moi, une des affaires qui, à mon sens, a toujours été importante. L'action politique, je me rends compte que, même à la fin des années 50, quand Duplessis est mort, déjà, je m'intéressais à la politique. Puis, avec la Révolution tranquille, en tout cas, j'étais un observateur intéressé. Je suivais ce qui se passait, puis je regardais ce qui se passait. Et l'éducation, ça aussi, ça a toujours fait partie, dans la mesure où l'éducation, c'est une façon, ou l'éducation ou la formation, si on aime mieux, c'est une façon de faire en sorte que le monde soit meilleur dans ce qu'ils font. Que le monde comprenne mieux ce qu'ils ont à faire. Donc, j'ai fait un cours en technique à l'Institut de technologie dans le temps, c'était pas des cégeps. Mais en même temps, quand je suis sorti de l'école puis j'ai commencé à travailler, j'ai été suivre des cours dans ce temps-là, c'était au collège, au collège Sainte-Marie, à Concordia, suivre des cours pour voir si je pourrais pas aller plus loin dans ma formation. À un moment donné, je me suis marié, puis j'ai fait d'autres choses, puis j'ai pas été plus loin dans ma formation, mais ça a toujours été une préoccupation de savoir un petit peu plus. Et de transmettre aussi ce qu'on sait. Alors en 73, 74, 75 à la FTQ, il y a un virage. Il y a un virage dans la mesure où la formation était faite anciennement par des permanents qui venaient dire à des jeunes TQ ou à des travailleurs comment est-ce qu'on est, c'était quoi d'être délégué syndical, c'était quoi de faire de la formation, en fait c'était quoi, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et donc, ils venaient prêcher pendant 3 heures, 4 heures, puis on s'en allait chacun chez nous, puis on revenait la semaine d'après, puis ça continuait. À la FTQ, il y a eu des gens qui sont intervenus pour dire il y a une autre façon de faire la formation. On a des compétences à l'intérieur du mouvement. On a des délégués qui font une maudite belle job, puis qui pourraient peut-être expliquer aux autres comment faire ce job-là. Puis on va se donner les moyens pour donner de la formation en apprentissage. Alors là est arrivé, en 1975, avec Michel Blondin chez Métallo, Jean-Pierre Bélanger à la FTQ, puis d'autres représentants d'éducation dans nos syndicats, qui ont dit là, c'est peut-être une bonne façon de faire, de prendre en charge la formation, nous autres mêmes, puis de la transmettre. Et moi, j'étais au comité d'éducation du CTM. On m'a délégué au comité d'éducation de la FTQ. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec eux autres sur l'avancement puis l'approche là-dedans. J'ai fait partie du premier groupe de formateurs
à être formé. Et là, c'est là que le concept de formateur est arrivé. Alors, en 1976, premier cours de formateur, où il y a plus qu'un syndicat, parce que je pense qu'il y avait eu une expérience avant, chez les métallos, avec Michel Blondin en 1975. Il avait testé là, les éléments, puis voir. Puis en 1976, c'était le premier groupe multi-FTQ. Donc, du monde du SFP, des métallos, de l'AIM, du commerce. Et donc, on a été la première gang à échanger là-dedans, passer une semaine en formation, donc ce qui existe encore, je pense, à la FTQ. Et on a commencé à modifier les habitudes de formation. Et 77, 78, la FTQ décide de dire, c'est bien beau former des formateurs, là, mais quand tu sors du cours de formateur, pas sûr que tu es capable de t'en aller tout de suite direct, va-t'en mon boys, mettez-vous à deux puis faites de la formation. Alors, la préoccupation, ça a été de dire, ça nous prend des gens qui ont plus d'expérience, qui ont participé aussi à soit des expériences sur le contenu, quand c'était des contenus plus techniques, ou de façon plus générale, sur les méthodes d'apprentissage, pour être capable de dire, bon, comment faire ton exposé, comment faire les jeux de rôle, puis tout ça, d'encadrer ce monde-là pour s'assurer aussi que, et au niveau du contenu, mais aussi au niveau des méthodes, qu'on ne tombe pas dans les anciens où le monde d'une affaire des speeches, mais on voulait continuer à faire ça. Donc, s'assurer que ça marche. Ils ont embauché à la FTQ. On était 1, 2, je pense qu'on était 3 encadreurs. 2 ou 3. En fait, il y avait Genet, moi, c'est à peu près tout. Et là, il s'est développé en même temps. Donc, j'ai été embauché par la FTQ de 78 à 81, avec des périodes où je retournais à l'usine. Parce que l'été, il n'y avait pas de formation qui se faisait. Fait qu'ils me renvoyaient à l'usine. Mais jusqu'à ce que je sois élu secrétaire général, j'ai donc participé à l'équipe de mise en place de la formation à la FTQ. Pour moi, ça a été... c'est là que j'ai appris le plus. Dans le fond, c'est la période où j'ai appris, de un, c'était quoi la FTQ? Dans le fond, la FTQ, ça se vit. Il faut que tu le vives pour vraiment comprendre. Ça m'a forcé aussi à lire, puis à comprendre, puis à être capable de l'expliquer aux autres. Si je vous regardais ce matin, puis ça me rappelait les premières fois où j'ai essayé avec de dire, bon, on va faire un cours sur l'histoire syndicale. C'était pas facile. On regardait des bouquins, puis c'était pas, on n'est jamais à bout, puis c'était ardu. Beaucoup de dates, beaucoup de chiffres, beaucoup de comment tu communiques ça. Et je trouvais que ce matin, dans le fond, de le faire par chacun son petit bout, ça a été une méthode intéressante. Puis, donc, ça a été très révélateur et un apprentissage très important pour moi. Donc, moi, ce que je dis depuis longtemps, depuis toujours, j'ai l'impression, c'est la FTQ qui fait ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai été capable de représenter les 100 000 travailleurs de la FTQ dans la région de Montréal, parce que la FTQ m'a permis d'apprendre de façon concrète sur le terrain. Que mon syndicat m'a permis aussi de le faire. Dans le fond, le 301, quand il m'a délégué au CTM, quand il m'a permis d'être libéré, parce que tout le temps que j'étais au CTM ou à la FTQ, j'étais en libération syndicale de mon syndicat. Par mon syndicat. Donc, j'étais toujours employé de la ville, mais j'ai travaillé à peu près de 78 à 95, ce 25 ans-là. Je n'ai pas travaillé à la ville, mais j'ai contribué à mon fonds de pension, j'ai contribué avec si je retournais, ma job était assurée, j'avais mon même poste. Donc, mon syndicat, par sa convention collective, par la négociation, m'a permis de faire, dans le fond, ce que j'aimais. C'est une des caractéristiques, une des choses que je bénis. La vie était bonne pour moi. J'ai à peu près toujours fait ce que j'aimais. Dans mon milieu de travail, j'ai toujours été en situation, même si des fois, dans les années 80, j'avais l'impression d'être, comment est-ce qu'on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. Oui. J'ai vécu ça aussi. À un moment donné, tu regardes le monde... parce qu'il y avait quand même des militants là, mieux formés que moi.
il y avait du monde qui avait pas mal plus de bagou que moi. Puis c'est moi qui étais secrétaire général. Mais il y avait du monde avec qui je travaillais, comme Michel Lisée, qui était à l'UQAM, dans le programme. Il siégeait à l'Assemblée générale. Il y avait d'autres mondes qui avaient de l'expérience. Comment il s'appelait? Fernand Boudreau, qui a été longtemps trésorier puis qui était président au conseil. Lui était trésorier dans son syndicat. Mais c'est tout du monde qui avait plus de formation que moi, qui avait plus de facilité à certains égards pour communiquer, pour parler. Puis là, je me disais, c'est moi qui ai choisi. Puis quand BC a décidé de partir, il m'a approché et il dit, ça te tente-tu ce job-là? Je me suis dit, comment? Et quand on m'a demandé de venir ici, j'ai dit, j'ai dit, c'est quoi qui te motive pour aller? J'en ai parlé avec du monde, j'en ai parlé avec France. J'ai dit, vous me posez une question d'aller raconter ce que je suis. Ça a été quoi le mouvement syndical pour moi? Mais en même temps, ce que certains m'ont dit, mais c'est pourquoi tu y étais? C'est quoi pourquoi tu as fait ça? Puis là, ben, j'avais l'impression que j'ai pas de réponse. En fait, c'est comme si ça avait coulé de source. Mais en même temps, je me rends compte qu'effectivement, l'éducation, l'action politique, c'est tout.